très vigilant parce que c'est vrai que quand on découvre ce métier et qu'on l'apprend et qu'on s'enthousiasme comme ça a été mon cas, on a parfois tendance à penser que bon, ben, il y a toujours moyen de faire quelque chose et qu'on pourra toujours, avec la bonne volonté, mais bon, en fait, c'est pas toujours le cas. Dans cet épisode de Confidence de thérapeute, je vous emmène à la découverte ou à la redécouverte d'Isabelle Duré, qui est psychologue, psychothérapeute, docteur en psychologie et enseignante à l'Université libre de Bruxelles. Elle est également formatrice dans divers instituts de formation et elle utilise dans sa pratique une vision complexe, une vision systémique. Vous allez voir, c'est une professionnelle et même au-delà de ça, une personne absolument passionnante. J'ai hâte que vous puissiez la découvrir dès maintenant à travers, pour commencer, la première question qui avait rapport, comme d'habitude, aux raisons qui l'ont conduite vers un métier de thérapeute. Pour moi, c'est assez simple. J'ai quand même un peu baigné là-dedans quand j'étais enfant puisque, j'avais une maman psychiatre. Et donc maman psychiatre, ça veut dire que quand même les histoires de psy, c'est un truc qui a un peu bercé mon enfance. J'avais d'une part beaucoup d'histoires de policiers parce que son père, elle, était policier, donc j'étais baignée dans des histoires, assez, surprenantes parce qu'il adorait mon grand-père me raconter les histoires de ses arrestations. Donc il était simple policier, donc il avait dans sa vie fait beaucoup de métiers dont celui-là. Il arrêtait beaucoup de gens et donc il me racontait ces histoires de policiers. Puis j'avais d'autre part une mère psychiatre qui racontait pas mal, hein. Elle était une des premières femmes psychiatres étant sortie de l'ULB où je travaille actuellement. Et alors j'allais souvent m'asseoir sur les escaliers en attendant qu'elle termine sa consulte de l'après-midi. J'ai quand même été baignée par des échanges de psy à patients pendant toute une partie de mon enfance et j'attendais, donc j'entendais forcément ce qu'elle racontait. Et donc je pense que tout ça a dû contribuer à ce qui est devenu ma vocation. Alors pourquoi je raconte aussi l'histoire de mon grand-père? C'est que j'ai quand même hésité, alors pas entre policier et psychologue, mais j'étais tentée par faire le droit. Je crois que si j'avais été du côté du droit, c'est parce que, j'ai un sens de la justice, très, très, profonde que m'avait aussi inculqué ma famille et puis j'étais intéressée par des choses, enfin être avocate par exemple, j'aurais adoré, défendre des gens, qui étaient, victimes, d'injustice, des trucs comme ça. Et ça s'est fait parce que quand j'avais 17 ans à peine, je me suis retrouvée en thérapie familiale et c'était vraiment une chance énorme. J'ai été dans une, thérapie familiale qui était menée par Ziggy Hirsch. C'est un personnage extraordinaire qui est rescapé des camps. Il est devenu thérapeute familial, il était un des premiers systémiciens parce qu'en réalité, il s'est occupé des enfants, des personnes qui sont décédées et qui ont perdu la vie dans les camps de la mort. Et puis, il a créé des homes pour enfants dans lesquels les enfants de ses amis étaient morts. Et puis voilà, donc il est devenu un des premiers systémiciens, sans le savoir, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de systémique, mais il a formé des tas de gens en Belgique, en France, et dans beaucoup de pays d'Europe en réalité. Et donc j'ai eu la chance d'être suivie en thérapie familiale par Ziggy Hirsch à l'âge de 17 ans. Donc j'étais adolescente, j'avais un peu rué dans les brancards et ma mère psy trouvait qu'effectivement, on trouvait avec mes sœurs qu'il y avait des problèmes d'ambiance familiale. Et ma mère, qui était psychiatre et qui avait entendu parler de Ziggy Hirsch, elle a dit: «Oh ben, ce serait peut-être une bonne raison, si vous trouvez qu'il y a des problèmes dans la famille, d'aller en thérapie familiale. Je connais un très bon thérapeute». Et elle nous a entraînés chez Ziggy Hirsch. Et donc là, je dois dire que bon, c'était quand même un peu particulier parce que moi, j'ai découvert donc le monde de la thérapie familiale en étant moi-même patiente Eh oui, désignée. ouais. Et donc dès la première séance, je me suis dit: «Ça, c'est un métier extraordinaire. J'adorerais faire ce métier un jour». Donc voilà où est née vraiment et grâce à qui, est née ma vocation. S'il y a une chose que tu gardes de lui dans ta pratique d'aujourd'hui, ce serait quoi? Je crois qu'en fait, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, hein, en réalité. Sa manière, en fait,
peut-être de dédramatiser, de raconter des histoires. Alors je dis pas que je fais comme lui, mais je pense que j'étais imprégnée en fait. Le fait de prendre le temps aussi, je me souviens, il nous recevait toujours avec, il fumait la pipe et donc bah, souvent, il nous faisait, interagir, il faisait un peu circuler les informations et puis, nous on attendait à ce qu'il dise quelque chose. Il prenait tout à fait son temps. Il tirait sur sa pipe plusieurs fois avant de s'exprimer et je crois que ça, c'est une des choses, en tout cas, qui me revient maintenant. Il y a certainement plusieurs choses que j'ai appris avec lui, mais ce côté effectivement de pouvoir prendre le temps, asseoir tout le monde à sa place, comprendre, ce qui fait l'ambiance de ce système-là, en prenant son temps, en observant, en n'allant pas trop vite, voilà. Ce sur quoi je suis le plus reconnaissante finalement aux personnes qui m'ont marquée, c'est que ce sont tous des formateurs qui n'ont pas essayé de m'apprendre comment eux faisaient. C'était plutôt des guides, des accompagnateurs pour que, finalement je puisse arriver à trouver mon style à travers tout ce que je voyais, tout ce que j'apprenais. Je me rends compte que je suis vraiment une privilégiée parce que j'ai assisté à énormément de colloques organisés par Monier El-Gaïm et Edith Golbeter, qui avaient fondé en réalité le premier institut d'études de la famille et des systèmes humains à Bruxelles, parce que Ziggy Hirsch a formé énormément de gens, mais lui, il a toujours refusé de faire école. C'est une de ses particularités. Tandis que l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains, ils ont créé un institut de formation, mais tout en faisant énormément pour faire rayonner et pour faire découvrir en fait la thérapie familiale systémique en Belgique en particulier, et en invitant des sommités en matière de thérapie familiale, tant au niveau américain qu'anglais, qu'italien. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer, de voir travailler des gens comme Karl Whittaker, Salvatore Minuchin, Paul Vaslavic, des gens qui ont beaucoup voyagé, Mara Selvini, toute l'école de Milan, tous les pionniers finalement. Donc je les ai vus, alors je les ai pas côtoyés de près. S'il y a une chose que tu as pu prendre d'eux ou qui t'a impressionné chez eux, ce serait quoi? De Whittaker, de Minuchin, de Alors Salvini? Whittaker, c'était que son côté provoquant, c'était la ouais. manière dont il pouvait tout d'un coup être très provocateur, mais avec une bienveillance qui faisait que sa provocation passait très bien. Ça, c'était Karl Whittaker. Alors Minuchin, il m'a fort impressionnée aussi avec la manière dont il restructurait l'espace, par exemple. Donc, il faisait la thérapie de Minuchin est très structuraliste, mais la manière dont il pouvait très vite d'emblée faire changer les gens de place, par exemple, et être tout à fait lui-même très mobile dans la séance. Les Américains étaient très impressionnants aussi parce qu'ils étaient très tactiles. Les Italiens d'ailleurs aussi, mais donc ils se déplaçaient. Ils étaient beaucoup moins guindés ou rigides ou statiques que nous. Alors Selvini, elle m'a vraiment aussi beaucoup impressionnée parce que c'était une petite madame qui avait une personnalité incroyable. Et ce qui m'impressionnait, c'était le contraste entre le fait qu'elle était très petite. On l'oubliait tout de suite qu'elle était si petite, mais quand elle s'asseyait sur une chaise à un colloque, ses pieds touchaient à peine le sol, quoi. Et c'était très impressionnant parce que par contre, elle avait une personnalité, elle tenait tête à des gens qui étaient déjà des monstres sacrés comme Moni El-Kaïm, etc. Elle avait une personnalité forte et à l'époque, c'était ce qui m'avait impressionné, c'était ses prescriptions paradoxales, notamment, qu'elle a elle-même vite abandonnées parce que en fait, c'était une chercheuse, Mara Selvini. Donc moi, j'aimais bien ce côté, elle cherche, elle met en place des protocoles brefs, elle les teste, elle en écrit un bouquin et puis elle les abandonne, elle passe à autre chose. Et ça, moi qui ai quand même une fibre, scientifique assez importante, j'étais très admirative. C'était cette idée que, on peut avoir des idées, il faut être inventif, il faut trouver des choses, il faut créer et construire, des modèles, mais ces modèles, c'est pas des vérités. Ce sont des accès à, peut-être, pouvoir réfléchir et trouver autre chose. Et ça, moi, j'ai adoré parce que comme j'ai eu l'occasion de l'avoir, j'ai pu assister au fait que tout d'un coup, elle disait: oui, on a cru que c'était un modèle intéressant, la prescription paradoxale, mais en fait, ça marche pas».
Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est dommage qu'il y ait plus, autant de colloques et de conférences où on rappelle, je trouve ça important de rappeler ça aux jeunes, que les gens, c'est pas parce qu'ils écrivent des bouquins que des années plus tard, ils sont restés dans cette manière-là de voir les choses, ou d'envisager les choses. Je pense que souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui veulent pas écrire pour ça et je les comprends. Par exemple, Ziggy Hirsch, il a jamais voulu écrire, c'est la transmission orale, il préfère, comme il dit toujours. Bon, il a quand même eu la chance que beaucoup de personnes, dont Robert, a beaucoup mis par écrit, tout ce qu'il avait inventé, créé, et modélisé. Mais en réalité, c'est vrai que, tout ce que les thérapeutes ont mis par écrit, souvent eux-mêmes, ils sont passés ils ont évolué après avoir écrit tel ou tel bouquin. C'est pour ça qu'il faut encourager aussi les plus jeunes générations à eux aussi, réinventer finalement nos manières de faire, les ajuster aussi, aux patients quels qu'ils sont aujourd'hui. Moi, mes patients d'aujourd'hui sont plus les mêmes que ceux que j'avais quand j'ai commencé à travailler. Donc, je crois que c'est important de continuer à réfléchir pour s'ajuster au monde. On vit dans un monde actuellement où on a moins de repères qu'avant. Hein, je parlais par exemple de Minuchin, quand j'ai commencé à travailler, c'était pratique d'avoir ce modèle structuraliste. Bon, c'était pas le seul qui m'intéressait, mais d'avoir ça parce qu'on se disait: «On va pouvoir travailler, remettre des frontières dans les familles», etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus tout est beaucoup plus complexe. Les familles sont plus complexes, les couples sont plus flexibles. Il faut qu'on réfléchisse différemment et il suffit pas de travailler, comment est-ce que les parents peuvent rester, dans leur sous-système et les enfants dans le leur, quoi. Et je trouve qu'on est obligé d'être beaucoup plus créatif encore, aujourd'hui qu'avant pour s'ajuster, à ce qu'on voit et de pas tomber dans des positions plus normatives, quoi, parce que ça c'est très mouvant, en fait. Et si tu avais des conseils à donner, par exemple 3 conseils à donner aux jeunes générations de thérapeutes? Mais une des premières choses, c'est de rester très curieux, d'être, très curieux, de se former et toujours se former. Souvent, je leur dis: «Essayez, si vous en avez les moyens, de ne pas vous former qu'à la systémique». Je leur dis beaucoup aussi aux jeunes de voyager, parce que je crois que moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de pouvoir, découvrir comment ça se passe, comment se créent les couples, les familles, comment, ça fonctionne dans d'autres cultures que la nôtre. Ça m'a beaucoup amenée aussi à une position, d'humilité, en fait. Je pense que ça aussi, c'est un conseil que je donnerais. Rester humble, essayez éventuellement de vous former à d'autres modèles qu'uniquement le modèle systémique. Comme ça, vous avez au moins un double regard, et puis, oui, voyager et garder une position de modestie. Je trouve que ça, c'est important. Et en parlant de cette position de modestie, est-ce qu'il y a comme ça, toi, dans ta carrière, des personnes qui t'ont vraiment rappelé ou des familles qui t'ont vraiment rappelé à cette qualité de modestie? La manière dont je pose la question habituellement, c'est est-ce qu'il y a un échec qui a été particulièrement formateur pour toi dans les accompagnements que tu as pu avoir? Oui, mais je pense que ça fait partie effectivement de ce qui est important dans notre métier, c'est de toujours pouvoir en fait se remettre en question, mais pas uniquement au moment des échecs, mais effectivement oui, j'ai eu des échecs, très, très importants, hein. Je me souviens, les premiers échecs, c'était des situations dramatiques parce que j'ai commencé ma carrière en voyant des familles qui étaient vraiment multi-traumatisées avec des choses très, très lourdes. Et c'est vrai que pendant tout un temps, j'ai travaillé avec des familles où il y avait de l'inceste ou de la violence, par exemple, en étant parfois, dans cette illusion que ce que je faisais avec eux servait à quelque chose, pour me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Et je crois que ça a été très, très formateur aussi, en effet, de pouvoir se dire qu'on n'est pas tout puissant. Ça, c'est aussi un conseil que je donnerais. Je crois que malheureusement, c'est en échouant soi-même que, on peut, découvrir qu'en fait, ben oui, il y a pas de recette miracle, qu'on invente, des solutions ensemble ou pas, et que parfois, c'est pas la bonne voie, en fait, la thérapie familiale, par exemple. Il y a une famille qui t'a particulièrement marqué de ta carrière, une qui reviendrait comme ça,
ou une situation particulièrement impactante? J'ai des situations comme ça, oui, où j'avais pas perçu, par exemple, que le père était extrêmement violent et donc où j'ai travaillé pendant tout un temps en pensant que j'allais pouvoir faire quelque chose et donc c'est vrai que j'ai été impactée par, la découverte qu'en fait, la thérapie dans certaines situations et notamment de violence extrême n'est pas appropriée, quoi. J'ai plusieurs exemples qui viennent en tête. On doit être très vigilant parce que c'est vrai que quand on découvre ce métier et qu'on l'apprend et qu'on s'enthousiasme comme ça a été mon cas, on a parfois tendance à penser que bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose et qu'on pourra toujours, avec la bonne volonté, mais bon, en fait, c'est pas toujours le cas. Est-ce que tu te souviens d'une réussite particulièrement marquante? Voilà, c'est toujours difficile à dire, est-ce que quelle est la place qu'on a eue en tant que thérapeute dans la possibilité de transformation de certaines familles? Ça, je trouve que c'est très compliqué, mais moi, j'utilise beaucoup d'objets flottants et je crois beaucoup, que dans certaines situations, ça a beaucoup permis de sortir, des choses et de transformer finalement, les drames du passé, les douleurs du passé en quelque chose de beaucoup plus créatif. J'ai eu la chance de pouvoir encadrer des doctorants qui viennent de cultures différentes et je pense notamment d'une doctorante rwandaise, Assumpta Mweyasa, qui travaillait avec des familles de monoparentales, en fait des femmes qui ont été violées pendant le génocide rwandais et qui se sont retrouvées enceintes avec des enfants qu'elles n'avaient pas souhaités et qui étaient des enfants en fait des génocidaires. Et donc là, j'ai pu voir la force en fait. C'était pas moi qui suivais directement ces familles, c'était la doctorante. J'ai pu voir comment, grâce à des outils systémiques et grâce à une formation solide aussi qu'elle avait, elle a pu effectivement aider ces dyades, mères, enfants, les enfants étant adolescents à l'époque, à se sortir comme ça et à finalement remettre quelque chose d'un sentiment d'appartenance là où il n'y en avait pas. Et donc ça, c'est fantastique parce qu'on se dit qu'on a quand même là des réussites extraordinaires, quoi, où on peut créer, là où il y avait parfois pas d'attachement, mais des choses qui sont extrêmement touchantes et même bouleversantes à l'intérieur du système humain, quoi, qui sont très détériorés au départ, en fait. Et est-ce que toi, il y a des objets flottants en particulier que tu utilises beaucoup? Ah ouais, alors moi, je deviens très facilement monomaniaque quand je découvre quelque chose qui m'intéresse ou qui me séduit et donc ma première monomanie, je la dois, à Dominique Mérigot et son génogramme imaginaire et Judith Ollier-Dresser parce qu'en réalité, ils ont inventé ce génogramme imaginaire à 2 et donc j'ai découvert ce génogramme imaginaire et j'ai trouvé que c'était un outil fantastique. Moi qui avais beaucoup travaillé avec des familles très blessés, donc qui étaient plutôt, comme dirait Robert Neuburger, en manque d'appartenance, qui n'étaient pas riches en appartenance, avec des gens qui n'avaient pas des familles d'origine très consistantes derrière eux. Et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant puisque c'est un outil où, plutôt que de faire un génogramme classique, on demande aux personnes de dessiner quelque part leur famille de cœur. Alors techniquement, on leur demande de sélectionner 10 personnes autour d'une question qui les préoccupe aujourd'hui. La question, ça peut être pourquoi je me sens si seule, par exemple, ou pourquoi j'arrive pas à me trouver un compagnon ou une compagne. Et alors, on les fait choisir en fait 10 personnes de leur entourage, proches ou éloignés, membres de la famille ou pas, ou des professionnels ou des amis ou des personnes mortes ou vivantes qu'ils ont rencontrées depuis leur naissance jusqu'à maintenant et qui pourraient avoir un rapport avec la question qu'ils se posent ou que nous nous posons aujourd'hui en thérapie. Ça peut être Alain Delon, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, je pense que des gens qui ont pris Alain Delon comme personne, ça peut être qui on veut, mais toujours avec une contrainte, c'est que ça doit être un personnage de chair et d'os. Ça peut pas être Mickey ou Donald Duck, par exemple.
ni Harry Potter, mais ça doit être une personne qui a existé. Ça ne peut pas être un personnage de fiction, mais un acteur, c'est possible. Quand les personnes ont choisi les 10 personnes, alors ce qui est intéressant aussi, ça peut être mort ou vivant. Ensuite, on les fait tracer une espèce d'arbre généalogique, donc de génogramme, où ils replacent en fait eux-mêmes et ces 10 personnes en question. Comme on est dans l'imaginaire, on leur demande de faire comme si ces personnes étaient des membres de leur famille. C'est d'ailleurs une contrainte parce qu'il ne s'agit pas de mettre quelqu'un comme extérieur à la famille. Tout le monde doit se retrouver dans un génogramme. Il peut y avoir des cases vierges, vides, mais tout le monde doit s'y trouver, y compris le patient lui-même. J'étais tellement impressionnée par la magie de ce génogramme imaginaire. Donc certains thérapeutes l'utilisent systématiquement en début de prise en charge de thérapie et enfin. Et donc moi, j'ai fait un truc qui n'était pas très bien vu par les auteurs au départ, c'est que je l'ai utilisé dans le cadre de la recherche. C'est-à-dire, comme je supervisais des chercheurs, et j'en supervise d'ailleurs toujours, qui font des doctorats, je les ai encouragés à utiliser des outils systémiques, dont ce génogramme imaginaire. Après, je suis devenue complètement séduite par le jeu Dixit, qui est très utilisé en systémique et notamment qui a été systématisé dans son utilisation par Bernard Filleul, avec son Dixit. Oui, il faut faire un jeu de mots à propos de systémique et Dixit. Et donc, je trouve que ce sont des images métaphoriques très colorées, avec des images en général très oniriques. Et je trouve que ça permet effectivement beaucoup de quitter le champ verbal pour introduire quelque chose de beaucoup plus émotionnel dans le dispositif thérapeutique. Et c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise. J'utilise en formation aussi, en supervision et en recherche. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont marqué profondément ta manière de voir le monde et ta manière de voir la thérapie par extension? Oui, alors, à l'époque, j'ai été vraiment très, très impressionnée par tous les bouquins de l'école de Palo Alto. Václavic, Une logique de la communication, tout ce qu'ils ont écrit, oui, puis, les ouvrages de Mara Salvini, dont on parlait tout à l'heure, et puis j'ai dévoré, dès que j'ai découvert Robert Neuburger, j'ai dévoré tous ces bouquins. Mais j'ai aussi été très marquée dans mon parcours personnel et professionnel par les essais de Nancy Houston, qui est cette écrivaine américaine, enfin d'origine canadienne plutôt, qui s'est installée en France à l'âge de 20 ans. Et donc j'avais lu ses romans et puis j'ai découvert qu'elle écrivait pas que des romans. Elle écrivait des romans très intéressants pour les thérapeutes familiaux, pardon, de manière générale, puisque c'est souvent des histoires de famille, des histoires très complexes de systèmes humains avec beaucoup de souffrance. Elle les décrit très très bien. Et puis j'ai découvert qu'elle écrivait des essais aussi. J'ai été très frappée et très marquée. Et en fait, ça, je pense que c'est parce que je pense qu'elle a la chance, cette femme, d'avoir une dimension qui est biculturelle, c'est-à-dire elle a baigné dans la culture d'Amérique du Nord avant de venir en Europe, et donc elle porte un regard sur l'Europe qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que bon, l'intérêt de voyager, c'est aussi de redécouvrir après sa propre culture avec des yeux différents et d'être beaucoup plus en position d'ethnologue par rapport à sa propre culture. Ça enrichit, et je trouve que pour un thérapeute, c'est très très bien. Et donc j'ai découvert ses écrits et je pense qu'elle m'a beaucoup intéressée dans le contenu de ce qu'elle disait, mais aussi dans le fait de prendre l'habitude de se décaler, d'essayer de toujours se décaler. Alors les personnes qui m'ont beaucoup impressionnée aussi, c'est ceux qui font la transculturalité, l'ethnopsychanalyse, l'ethnopsychiatrie et tout ça, parce que je pense que ça m'a ouvert à une dimension de ne pas oublier que ce qu'on apprend, ce qu'on voit avec des familles de notre culture, on est centré dans quelque chose qui n'est pas une évidence pour le restant du monde. Et donc voilà, donc ça m'a beaucoup apporté aussi, et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande aussi beaucoup aux jeunes, s'ils n'ont pas l'occasion de voyager, de s'intéresser à travers des lectures, des écrits aussi,
aux écrits de Toby Nathan, Marie-Rose Moreau, des personnes, Magali Molinier. Alors maintenant, j'ai une question un peu particulière, un peu à la manière du génogramme imaginaire. Si toi, tu avais la possibilité de passer 1 heure de temps avec une personnalité, vivante ou morte, réelle ou fictive, laquelle est-ce que ça pourrait être? Et qu'est-ce que tu aimerais faire avec? Churchill. Ben, je crois que j'essaierai de comprendre en fait comment il a fait pour négocier, je crois que ça c'est quand même un grand, négociateur et donc ça m'impressionne donc j'aurais aimé, un peu le voir de près, l'entendre, voilà. Moi j'y avais jamais pensé avant et donc ça vient de sortir aujourd'hui, mais Une autre question un petit peu dans la même veine que la précédente, si tu avais entre tes mains les clés d'une machine à voyager dans le temps qui puisse t'amener aussi loin dans le passé ou dans le futur que tu souhaites, est-ce que tu l'utiliserais? Et si oui, pourquoi faire? et ben, c'est marrant, mais je me suis toujours posé cette question et je me suis toujours répondu que ça m'intéressait pas. J'ai pas envie. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie d'Isabelle. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens pour que vous puissiez aller découvrir un petit peu plus en profondeur son travail. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.